Bonjour à tous, bienvenue. Hop là, je vais cliquer sur. Bienvenue à cette présentation sur Redis, à ce Tools in Action. Donc je suis Nicolas Martignol, je suis l'un des organisateurs de Devoxx France et j'ai créé Devoxx France avec Antonio en 2012. Et sinon, je ne fais pas que ça. Au quotidien, je suis freelance, indépendant depuis 2008. Développeur, passionné, qui aime bien son métier, qui aime bien coder. Moi, je travaille plutôt dans le monde des startups. Et voilà, je code, j'accompagne, on fait des choses sympas. Et je suis développeur Java, mais depuis 3 ans, je suis quand même plus développeur Scala. Mais je ne parlerai pas trop de Scala aujourd'hui. Donc sur Twitter, vous pouvez me suivre sur @nmartignol. N'hésitez pas à envoyer vos questions ou si vous voulez me contacter. Et puis je serai là pendant toute la conférence. Donc aujourd'hui, on va parler de Redis, Remote Dictionary Server. Donc Redis, c'est un serveur de données structurées, avancées. Vous m'entendrez pas tellement utiliser le mot NoSQL ou SQL. Ce que je voudrais en fait vous présenter aujourd'hui et ce que vous appreniez pendant ce Tools in Action, c'est ce que l'on peut faire avec Redis aujourd'hui. Pour les personnes qui connaissent déjà, je vais essayer de vous montrer 2 cas d'utilisation que j'ai mis en œuvre depuis 2012. Donc Redis, c'est un serveur qui est écrit en C, un serveur TCP, donc vous pouvez mettre n'importe quel type de client devant. Écrit en C, donc on n'est pas du tout dans l'univers Java au départ, mais on peut l'utiliser avec du Java, du Scala, du Groovy, du Perl, ligne de commande. Et ce qui en fait un outil très intéressant et facile à utiliser. Vous m'entendrez dire plusieurs fois facile, simple, vous pouvez prendre une grille et le marquer, je vais le répéter assez souvent. Donc il est développé principalement par Salvatore Sanfilippo qui est maintenant employé chez VMware Pivotal. Donc Redis est entre guillemets backupé financièrement par VMware, mais il est open source en licence FreeBSD. Il est codé en C. Il fonctionne sur Linux, Mac, environnement Unix, voilà. L'une des choses qui fait que j'aime bien Redis aujourd'hui, et je voulais vous en parler, c'est que l'une des philosophies de Redis, c'est très simple, très efficace, et ça ne couvre pas tous les besoins, donc ça fait pas de l'eau chaude, mais ça fait des choses très intéressantes. Et ce que je voudrais aujourd'hui en fait que vous reteniez, c'est des exemples d'utilisation sympas, que moi je trouve sympas. On est utilisé par pas mal de sites, soit comme base principale de données, soit comme cache de données, soit comme système de messaging pour échanger des messages. Donc il y a différents cas d'usage. Donc ce n'est pas qu'une base, ce n'est pas qu'un cache. Et c'est une solution qui est quand même assez ouverte et on peut en faire plein de choses. Et on peut en faire aussi des choses pas très bien. Donc je vais essayer aussi de vous parler des anti-patterns que l'on peut avoir avec Redis. Si vous êtes là aujourd'hui et si vous avez regardé en fait le programme de la conférence sur le site de Devoxx France et vous avez regardé les speakers, si vous regardez l'agenda, la fiche des présentateurs, les descriptions des sujets, en fait le site cfpdevoxx.fr qui sert l'agenda, qui sert les applications mobiles, utilise toutes les données sont stockées sur Redis. Et donc c'est un serveur de données structurées. Ça veut dire quoi? Donc un serveur, c'est un serveur qui écoute sur un port TCP. Vous vous connectez avec ce serveur-là et vous interagissez très simplement avec des commandes qu'on va voir pas en détail, mais on va voir quelques commandes. Et vous interagissez avec ce serveur avec un protocole très simple. Donc si on fait une analogie avec peut-être le monde SQL et le monde JDBC pour plus particulièrement le développeur Java, on descend un cran en dessous. On n'a pas un langage... on n'a pas un métalangage, en fait, on va utiliser des commandes et on va utiliser des structures de données. Et je pense que si vous êtes développeur Java, et pas que, vous allez voir en fait tout de suite l'intérêt de Redis. Alors il existe des librairies clientes qui permettent de se connecter et de vous aider côté client pour pas avoir à taper un protocole, bien entendu. Donc on va regarder un petit peu de Java à la fin de cette présentation. Mais on parle bien de serveur de données structuré. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va manipuler des listes, des sets, des maps, des sorted sets, des éléments en fait qui sont assez instinctifs qu'on utilise plus ou moins quand on utilise l'API collection quand on est développeur Java ou développeur Scala. Et je pense que justement Redis est une solution intéressante et pas tellement connue, mais qui est facile à apprendre et qui est très instinctive pour les développeurs qui viennent du monde Java, et pas que. L'une des premières caractéristiques de Redis, si vous en avez déjà entendu parler, c'est que tout est stocké en mémoire vive. Alors ça peut paraître assez surprenant.
C'est une de ses premières caractéristiques et en fait, ça veut réellement dire que toutes vos données sont en mémoire. Il n'y a pas de pagination sur le disque, il n'y en a pas une partie en mémoire, une partie sur le disque, tout est en mémoire. Il y a quelque temps, une partie de Redis avec de la pagination, mais ça a été abandonné. En fait, ce n'est pas la philosophie de Redis. D'accord ? Donc c'est un choix qui est très fort, qui est très structurant. Ça veut dire que toutes les données d'autres applications, donc le CFP dont je vous parlais tout à l'heure, avec toutes les bios des speakers, avec beaucoup d'informations, tout tient en mémoire vive. Ça fait un peu peur, parce que si on coupe le courant, qu'est-ce qui va se passer? On va en parler juste après. En fait, moi j'aime bien ce genre de choix très structurant. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez des contraintes comme celle-ci, ou des choix d'architecture plutôt, ça va réellement vous forcer à réfléchir dans la façon dont vous voulez utiliser Redis. Donc, ce que je dis souvent, c'est que si vos données sont autant lues que écrites, Redis est une très très bonne solution. Si vos données sont majoritairement écrites, exemple des logs d'une application, des logs techniques, des logs métiers, donc si vous écrivez beaucoup et vous relisez peu, par exemple à la fin du mois pour faire des bilans, Redis n'est pas une bonne solution. D'accord ? Il y a d'autres solutions comme Apache Cassandra qui sont plus adaptées à ce genre de cas d'usage. Et donc Redis est un peu comme une base de données, mais qui est quand même meilleure en lecture-écriture qu'une base relationnelle. Donc stocker tout en mémoire, ça fait un peu peur, parce qu'on sortir la piste au courant, bah forcément il n'y a plus rien, quoi. Je vous rassure, il y a deux stratégies de durabilité de sauvegarde dans Redis, que vous pouvez activer et désactiver selon en fait votre usage. Si Redis est utilisé comme un simple cache, et vous acceptez de perdre les données, vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, pour un site d'une conférence, ça serait un peu ennuyant de perdre les données. Donc on a des stratégies de sauvegarde, et qui fonctionnent très bien depuis plusieurs mois, qui sauvegardent en fait soit toutes les X écritures sur le disque en faisant un dump, en prenant une photo et en l'écrivant, et ou, parce que vous pouvez utiliser les deux, il y a un autre système de journalisation, donc un fichier qui reçoit toutes les ordres et les commandes de Redis, et qui ensuite les exécute. Et ce fichier-là m'a sauvé la vie, parce que quand j'ai annoncé les speakers, j'ai eu une petite boulette, donc je suis reparti de ce fichier-là, j'ai retiré des commandes qui n'étaient pas bonnes, j'ai rejoué ce fichier-là, et en une petite demi-heure, on a rattrapé une situation qui était assez difficile. Donc, merci Redis. Alors, quand on travaille avec Redis en tant que développeur, il y a une chose que j'aime beaucoup. J'ai pas réellement vu ça quand je travaillais avec des bases de données classiques. En fait, une des choses qui est intéressante avec cette histoire de serveur, cette histoire de mémoire, c'est que vous pouvez configurer cette machine, là par exemple, pour qu'elle soit esclave d'une machine maître, et automatiquement vous recevez en temps réel toutes les données qui sont sur votre machine de prod. Avant que la présentation commence, vous avez eu défilé des commandes, en fait, c'était mon serveur Redis qui tourne sur cette machine-là, et qui recevait en fait ce qui se passe sur le site. Et on voyait des URL hit view, on voyait en fait que les gens sont en train de surfer sur le site de Devoxx France pour voir le programme. Et tout à l'heure, si vous étiez là avant que la conférence commence, on voyait en temps réel les gens qui visitent le site et qui regardent les speakers et les talks. On enregistre ça pour savoir justement quels sont les plus populaires. Donc c'est l'un des usages de Redis. Donc typiquement, là, ce Mac-là que vous voyez, il a 16 Go de mémoire et il est configuré en slave, mais la base est toute petite. La base du CFP, elle fait... la bonne question, elle doit faire une quarantaine de mégas, donc c'est pas énorme. Mais pour la société ZapTravel pour laquelle je travaillais auparavant, j'avais en fait 6 mois de prix en temps réel sur la machine et elle faisait 3,4 gigas. Alors ça fait quand même bizarre de se dire, voilà, j'ai 3,4 gigas de mémoire qui sont occupés en permanence sur ma machine. Mais ce que je dis sans souci, c'est que pour moi la mémoire c'est un peu le disque dur en 2014. Quand on voit que un iPhone a 16 gigas de mémoire, je pense qu'il ne faut pas trop se faire donner au cerveau, il faut se dire que c'est presque normal, pour moi en tout cas, d'avoir ces données en mémoire. Et qui dit forcément données en mémoire, donne des résultats de performance très intéressants qu'on va voir juste après. Pourquoi utiliser Redis plutôt des cas d'utilisation? Moi, je ne vais pas vous raconter ce que vous verrez sur le site de Redis, je vais plutôt vous parler d'histoires que j'ai vécues. La première que j'ai vécue, c'est en juin 2012, après Devoxx France 2012, j'ai rejoint ZapTravel, qui est une start-up dans le monde du voyage. Et on a commencé donc un site qui affichait des prix d'hôtels, d'avions, qui vous permet de trouver un voyage. Et on avait une base MySQL. Et rapidement, on est rentré dans les problèmes de contention et des soucis. Donc on a utilisé Redis au départ comme un cache, réellement comme un cache. Et en fait, petit à petit, et quand j'ai petit à petit, c'est en 3-4 semaines, j'ai vu que en tant que développeur, Redis est beaucoup plus intéressant à utiliser et à coder que d'utiliser en fait tout le cérémonial pour aller chercher des données dans une base MySQL. Et les performances n'avaient rien à voir.
Et comme Redis c'est quand même dans la famille des bases NoSQL, surtout quand vous démarrez un projet et votre schéma de données change très fréquemment, avec Redis, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'était pas obligé de figer les choses. On partait par exemple sur une structure de données, on voyait que ça convenait pas, on changeait avec des scripts beaucoup plus facilement qu'on le faisait avec du SQL et sur des données qui étaient en prod. Donc en fait, en septembre 2012, on a retiré la base MySQL, j'ai dû retirer le driver JDBC qui traînait dans le projet. On a retiré et on a activé bien entendu des options de persistance pour rien perdre. Et si vous allez sur le site zaptravel.com, il y a 2 serveurs Redis derrière qui servent tout ce que vous voyez. Donc il y a un serveur pour les prix, 3,4 gigas à peu près, et un serveur avec des données statiques qui fait 16 gigas. Et tout est hébergé sur Amazon, sur des machines, voilà. Et ça fonctionne très bien, on n'a pas de souci. Les usages de Redis, on peut faire plein de choses avec Redis. Afficher les derniers visiteurs du site, en fait sur le CFP de Devoxx France, on le fait. Un tableau de score qui nous a aidé pendant les mois qui précédaient Devoxx France à recevoir tous les sujets des speakers. Demain à la keynote, vous verrez un petit peu les chiffres, ça représente un volume vraiment important. Trier ces sujets, échanger avec les speakers, donc il y a des forums, on discute avec eux, mais tous les messages, les échanges sont stockés sur Redis, notés, commentés, reposer des questions. Donc Redis nous a servi à faire tout ça. Et il nous sert en fait de serveur principal de données. Il nous sert de serveur principal de données, il n'y a pas de base MySQL, tout est fait avec Redis. On peut faire après des choses pour pas très cher, je dirais, comme des compteurs de vues, d'affichage, quel est le sujet le plus populaire, donc vous l'avez vu tout à l'heure un petit peu. Bref, on peut faire beaucoup de choses et on peut faire en fait essentiellement ce qu'on a besoin sur des sites. Et on peut faire donc un CFP, mais pas que. Comment on fait tout ça? Alors, côté données, ce qui est intéressant, c'est, tout à l'heure je vous ai dit, tout est en mémoire. Donc le corollaire de ça, c'est qu'en fait Redis est réellement extrêmement rapide. Ça, c'est un benchmark que j'ai fait sur mon ancienne machine avant qu'elle crame, donc ça, j'ai pas refait sur celle-ci. Donc 100 000 requêtes avec 50 clients en parallèle, on est à 106 000 requêtes par seconde. Et après, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, il n'y a pas un essoufflement. Redis reste très performant. Quand le volume augmente fortement, il y a des dégradations comme dans toute application, mais il est réellement bluffant. Et Redis, quand vous activez toutes les options de durabilité, vous sauvegardez sur le disque, vous avez ces options de journalisation. Il y a un article passionnant du créateur de Redis qui compare le comportement du driver InnoDB à celui de Redis en parlant C pour le coup. Et en fait, on constate que Redis est plus rapide techniquement, quoi. Donc, voilà, c'est une solution qui est intéressante. Rapide, ça ne veut pas dire que vous aurez des millions d'utilisateurs, mais ça veut dire que vous n'aurez pas de contention et que quand vous en aurez, ça ne sera pas lié à Redis, mais à d'autres choses. Moi, typiquement, ce que j'ai expérimenté sur Amazon, lorsqu'on a déployé au tout début nos serveurs, on était sur des serveurs qui n'étaient pas dans le même réseau. Et donc, on avait la latence qui était de 100 millisecondes. 100 millisecondes, c'est énorme pour Redis. Il répond en 6, 7, 8 millisecondes. Un clignement d'œil, quand vous faites un clignement d'œil, c'est 150 millisecondes. Pour vous donner donc 9 millisecondes, c'est le temps normal de Redis. Et là, on prenait une latence réseau de 100 millisecondes. Et en fait, quand on a beaucoup de données, on le voit. On a une page qui se charge en 2-3 secondes. Enfin, on le voit tout de suite. Et on a simplement colocalisé les serveurs en prenant des réseaux privés sur Amazon, des VPC. Et là, on a retrouvé des performances qui étaient vraiment bluffantes. Redis a 5 types de structures de données. La première, la plus simple, clé-valeur. Alors, les clés, tout est string dans Redis. Il n'y a pas de typage. Il n'y a pas des booléens, il n'y a pas des numbers, il n'y a pas des dates. Tout est chaîne de caractères. Le typage, c'est votre application qui va le faire. D'accord? Il n'y a pas une colonne date avec des fonctions magiques. Non, c'est des chaînes de caractères. Et pour les strings, on peut aussi aller jusqu'à faire des masques binaires, mais bon, moi, personnellement, je n'en suis pas servi. Donc là, dans l'exemple que j'ai fait, vous voyez, j'ai décidé de stocker du JSON, mais je fais ce que je veux. Je peux stocker une page HTML, je peux stocker directement une chaîne de caractères. Je fais ce que j'ai envie. Donc string, clé-valeur, le plus simple. Vous pouvez mettre de l'expiration. Vous pouvez dire, voilà, stocke cette valeur étant par exemple une page HTML, mais stocke là 10 secondes, ou 15 secondes, ou 2 minutes comme un cache. Vous pouvez la stocker indéfiniment. Donc vous pouvez aussi donner des expirations sur vos clés, ce qui est très pratique quand vous souhaitez utiliser Redis comme un cache. Le deuxième type de données, c'est les listes. Donc c'est réellement des listes chaînées. Donc des listes de strings triées par ordre d'insertion. Donc on peut ajouter au début ou à la fin. Donc c'est réellement des listes chaînées.
le temps d'insertion est constant et le temps d'insertion, d'effacement pour les éléments qui sont proches de la tête ou de la fin de la liste. Et plus vous allez vers le milieu, plus vous payez cher. Et vous allez voir dans la doc de Redis que justement, cette histoire de performance, elle est bien documentée, elle est réellement utile. Moi, c'était un petit peu une découverte quand je faisais des requêtes SQL, je ne me suis jamais soucié de ce type de détails. Et depuis que je travaille avec Redis, j'ai des questions assez intéressantes et du coup, je pense que le code qui utilise l'application est plus propre et il est mieux pensé par rapport au fait que les structures de données de Redis me forcent à être structurées. Donc des listes, vous pouvez modéliser une ligne de temps, des événements. Donc là, on voit qu'il y a des répétitions. Il y a, par exemple, combien d'utilisateurs, enfin, quels sont les utilisateurs du CFP qui ont vu cette présentation. Donc voilà, on voit les identifiants. Ensuite, vous avez les hashes, les maps. L'utilisation que moi j'en fais le plus souvent, c'est pour représenter des objets. Donc là, par exemple, il y a un objet speaker Nicolas, et puis on voit qu'il y a différents attributs. Donc on peut requêter tous les attributs ou pas. Bon, ça c'est assez. On a l'habitude de voir ça dans le monde de objets Java. Les sets Redis en fait sont très intéressants parce qu'ils ont des pouvoirs magiques. Ce sont des collections non ordonnées de strings, donc sans éléments dupliqués. Ajouter, retirer, vérifier si un élément est présent dans cet ensemble. Cette opération-là, elle prend un temps constant. Donc on les représente avec les big O que vous connaissez peut-être. Donc vérifier si par exemple un speaker est francophone, que j'en ai 1 ou 4 milliards, ça me prend le même temps. Le temps est constant. Un set peut contenir jusqu'à à peu près 4 milliards d'éléments. Donc on n'a pas 4 milliards de speakers à Devoxx France, donc ça va, on est large, mais bon. On peut faire des choses assez sympathiques avec ces sets du côté du serveur sans remonter les données dans votre couche applicative. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que pour répondre à des questions, exemple, est-ce que ce présentateur il est anglophone ou francophone, je ne vais pas charger tous mes présentateurs dans mon application Java. Je ne vais pas faire de choses. Je vais faire un croisement d'ensemble sur Redis. Et Redis va me répondre en me créant une collection temporaire ou une collection permanente. Et c'est des opérations qui restent du côté du serveur. Donc imaginez, il n'y a pas de transfert réseau entre votre application Scala, Java et Redis, tout est fait du côté du serveur. Donc vous pouvez faire des unions, des différences, des intersections et stocker. Ça, c'est des choses un peu avancées qui sont réellement très intéressantes avec Redis. Et après, cerise sur le gâteau, donc là on s'en sert énormément sur la partie vote du CFP, où en fait les 14 bénévoles, les gilets rouges que vous avez aperçus, votaient entre 1 et 10. Ils votaient 0 quand ils souhaitaient s'abstenir, mais ils mettaient 1, je veux vraiment pas rentrer dans la salle, ou 10, je me coupe un bras s'il vient pas Devoxx France. Et donc en fait, les gens votaient. Comme c'est un set, s'ils revotent, leur ancien vote est mis bien entendu à jour. Et un sorted set, en fait, donc il n'y a pas d'éléments dupliqués, il n'y a pas d'ordre d'insertion, et en fait on associe une valeur numérique à ce que vous stockez. Donc là, l'exemple que j'ai illustré, Bob a voté 3 à cette proposition, Chris a voté 5, et Antonio a voté 10. Voilà. Et avec ce système-là, en claquant des doigts, on a en temps réel quels sont les talks les plus populaires, les moins populaires. Quand par exemple je veux savoir quel est le talk le plus populaire en agilité, je remonte pas d'éléments, je fais pas de croisement, je fais pas de jointure, je pose la question à Redis en croisant des sets et Redis me dit bah voilà le résultat de la question que tu m'as posée se trouve là et je vais simplement charger en une seule fois le résultat et ça va beaucoup plus vite. Après, dans ces sets-là, on ne stocke pas les talks, on stocke simplement les ID, les identifiants. Donc après, bien entendu, il faut refaire un autre appel pour aller chercher le contenu des sujets. Mais les questions de croisement et ainsi de suite, c'est vous qui les faites. Imaginez en fait que vous êtes en train de développer en Java, en Scala, et vous croisez des listes, des maps et tout ça, sauf que ce que vous faites, ça se passe sur Redis. Ça va jusque maintenant? Ok. Donc la documentation de Redis, c'est très bien. On voit peut-être pas très bien au fond, mais en fait chacune des commandes est documentée et à chaque fois on retrouve cette histoire de complexité. Donc le HMGet qui permet en fait de récupérer plusieurs éléments d'un hash, on vous dit ici ça coûte ON. Donc ça veut dire que si vous avez beaucoup d'éléments, ça va vous dégrader les performances et que c'est peut-être pas dans ce cas-là le meilleur objet à utiliser pour faire votre traitement. Donc la documentation est vraiment très claire et elle est agnostique, elle n'a rien à voir avec le langage. Mais vous allez voir à la fin, avec un peu de Scala et de Java, qu'en fait, on utilise les mêmes noms de commandes. Donc moi, j'aurai une commande HMGet en Java qui se trouve être la même chose que ça.
Et ça permet d'apprendre rapidement Redis. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est une techno qui est simple. Moi, j'étais plutôt MongoDB au départ de ZapTravel, et en fait, ce qui m'a dérangé dans MongoDB, c'est un peu le cérémonial. C'est-à-dire qu'il faut incanter avec beaucoup de choses techniques pour faire fonctionner. Avec Redis, c'est très simple. Alors forcément, ça fait pas tout, mais finalement, on arrive à faire quand même un site comme ZapTravel, ce qui, à mon avis, est intéressant. Il me reste, oui, il me reste du temps, donc je vais parler un petit peu de code, et je voudrais surtout vous donner des pointeurs pour que vous puissiez aller juger par vous-même, que vous puissiez regarder et évaluer. On se fait une opinion très rapide de Redis. Il y a un site qui est très sympa, que j'ai lancé derrière, qui s'appelle tryredis.io. Il y a la même chose pour Mongo, pour Cassandra, il y en a plusieurs comme ça. On va essayer de l'ouvrir. Bon, ok, on va le laisser. C'est un site, en fait, un tutoriel, vous le suivez. Vous tapez les commandes et en une petite demi-heure, il vous fait passer presque toutes les commandes de Redis. Et ça vous donne tout de suite une idée de ce que vous pouvez en faire. Redis, il peut être utilisé de différentes façons. Un cache, il peut être utilisé comme d'un serveur principal, il peut être utilisé comme d'un système de messaging, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des clients qui postent des messages dans les listes chaînées qu'on a vues tout à l'heure, et d'autres consommateurs qui attendent, qui restent à l'écoute pour attendre qu'un message soit dépilé. Donc il y a des cas d'usage qui sont faits comme ça, c'est ce que fait GitHub typiquement. Vous pouvez l'utiliser comme donc serveur principal, voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est des choix que vous pouvez faire tardivement. Vous n'êtes pas obligé de décider le premier jour, je vais faire ça, ça, ça avec Redis. Vous pouvez le rajouter après. Au niveau du code, moi j'ai refait du Java pour bien préparer cette présentation, mais c'est ça que j'avais vraiment envie de montrer un petit peu de Scala. Donc on va rester sur le Java, mais il existe différents drivers. Celui que moi je vous recommande, c'est G10. C'est en fait un driver qui utilise aussi l'API d'Apache Commons Pool, donc qui fait le pooling de connexion avec Redis. Et c'est un driver qui est très simple, et on va voir du code ensemble. Et je pense qu'en sortant de la salle, vous aurez en fait vu suffisamment pour vous lancer et tester pour voir par vous-même, quoi. Il y a C10 qui est un driver Scala qui est plus très bien maintenu par Peter Rossell, et donc moi j'ai fait un driver qui s'appelle Z10 qui est pas encore assez propre pour que je le sorte, avec plus de couverture, plus de fonctionnalités, avec un meilleur support de Scala, des collections qui permet d'aller plus loin, qui est utilisé dans le CFP, mais c'est un peu, il faudrait qu'il soit propre pour que, il faudrait que je prenne le temps de bien le nettoyer pour le sortir, mais c'est dans le tuyau. On va regarder un petit peu de code Java ensemble, très simple, et après je passerai sur IntelliJ. Donc G10, comment on se connecte? Alors, quand on voit ça, c'est bizarre, parce qu'on a l'impression de revoir du JDBC qu'on faisait il y a 15 ans, quoi. Ça fait un peu bizarre, hein. On se retrouve en fait avec un objet qui est un pointeur vers une pool de connexion sur Redis. Donc là, vous pouvez en mettre 10, 15, 20, vous faites ce que vous voulez. Et ping pour vérifier qu'il fonctionne bien. J'ai pris un exemple assez simple. Voilà, je sauvegarde une clé. Donc là, on a l'impression de voir du code, sauf que quand vous faites ça, votre MyKey et votre cool value part vers votre serveur Redis, et Redis vous répond c'est bon, je l'ai sauvegardé. Et quand vous faites get MyKey, on récupère la valeur. Donc ça, c'est le hello world, je dirais, de Redis. Après, on peut faire des choses un petit peu plus sympathiques. On peut dire je stocke cette valeur, mais je voudrais qu'elle reste 5 secondes dans mon cache. Bon, c'est pas. Donc on peut aller vers ce genre de choses là. Je vais basculer sur IntelliJ, je vais vous montrer en fait ce que j'ai préparé pour vous montrer un petit peu de code. Et puis comme ça il me restera du temps pour les questions. Donc j'ai préparé un petit exemple avec des tests unitaires, ça permet de voir un petit peu les commandes ensemble. Je vais commencer doucement, puis je vais aller un petit peu plus loin. Et s'il me reste un peu de temps, je vais vous montrer un peu de Scala, parce que c'est quand même, à mon avis, intéressant. Donc avant de basculer sur le code, je donne la conclusion de ce que je pense. Redis, c'est vraiment donc un serveur de données structuré, simple à utiliser et à apprendre, et il donne des structures qui sont très naturelles quand on est développeur. Quand on est développeur Java et Scala, c'est très simple. Une map, une liste, un set, ça vous parle tout de suite. Et en fait, c'est comme si vous aviez quelque part sur un serveur persisté, qui peut aussi synchroniser avec des clients ces données. Donc c'est quelque chose qui est facile et il est très puissant. Il peut être utilisé comme base principale en prenant le soin, bien entendu, de configurer correctement. Et vous pourrez essayer lundi prochain sur le site qui est là. Alors, on va prendre IntelliJ. Je vais désactiver la recopie vidéo. Le petit moment où... forcer quitter, non, peut-être pas. Moniteur, voilà. Tac, disposition. Recopie vidéo.
Yes. Voilà, c'est un peu petit, mais je vais agrandir l'image, vous inquiétez pas. Et ça, c'est du Scala, on gardera ça pour tout à l'heure. Et là, je teste pour la première fois avec vous. Waouh. Ok. Ok. Ça va? Ok. Donc ça, c'est un exemple Java tout simple avec qui est sur mon GitHub. Donc si vous voulez regarder, je l'ai écrit il y a à peu près 2 semaines, je crois. C'est un petit exemple simple qui vous donne en fait une idée, on va dire, de ce qu'on peut faire avec Redis. Je le fais pas en live coding parce que je pense que c'est pas très intéressant de regarder quelqu'un taper, mais je vais plutôt le commenter avec vous. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur les slides. On retrouve getSet, mais je vais vous montrer en fait qu'on est ici là. Hop là, qu'on est. Ici, on retrouve toutes les commandes en fait de Redis. Donc tout ce que vous voyez là, expire, hnlen, machin. Donc il n'y en a pas non plus une centaine, mais vous retrouvez toutes les commandes. Et ce qui est plutôt bien fait, c'est que les 5 objets que vous avez vus tout à l'heure, donc les 5 types de structures, toutes les commandes sont regroupées en fait pour que la première lettre corresponde à la structure. Donc si je fais L comme les listes, là j'ai L index, insert, len, push, j'ai toutes les commandes de la liste. Donc apprendre à utiliser Redis, c'est vraiment facile. S comme set, sadd, scard, sdiff et ainsi de suite, quoi. Voilà. On peut faire du scripting Lua, mais bon, on va pas en parler aujourd'hui. Il y en a sur le CFP pour calculer les statistiques. Donc getSet, bon, pas très intéressant. Les listes, ça commence à être intéressant. Donc je vérifie que ma liste est vide. Ensuite, je rajoute des éléments. Donc là, on garde l'ordre d'insertion et on a des éléments dupliqués. Donc là, on voit bien qu'il y a 2 Nicolas. Je vérifie qu'il y a bien 5 éléments. Je m'amuse à aller chercher le premier élément de ma liste. Je vérifie que c'est bien Nicolas, c'est le dernier que je viens d'insérer. Que ma liste qui était à 5 passe à 4. Je vérifie ensuite que José est bien en deuxième élément et ainsi de suite. Donc là, c'est du code qui finalement pourrait ressembler à un code où on teste l'API collection en Java. Ce qui est intéressant avec la liste, en fait, c'est qu'il y a la commande ltrim qui permet de couper une liste et qui est très rapide. Elle est en temps constant. Sur le site, quand je veux avoir les 50 derniers visiteurs du CFP, en fait, j'ajoute dans une liste et quand je pose la question donne-moi les 50, je trim et j'ai tout de suite mes 50 derniers visiteurs. Et qu'il y en ait eu 40 000 ou 60, ça prend le même temps. Et ça, c'est des commandes qui sont rapides, performantes et qui sont bien adaptées pour faire ce genre de choses. Les sets, je pense que c'est les plus intéressants. Donc l'exemple est un peu compliqué, mais en fait je prends l'exemple où j'ai besoin de découvrir quels sont les speakers qui sont pas francophones. Donc là j'ai 2 ensembles. J'en ai un où j'ai Nick et Bob. Donc le deuxième Bob n'est pas ajouté parce que c'est un set. Et j'ai Tom, Mike, John, Chris, machin, voilà. Et puis j'ai une autre collection French. Bon, et j'ai besoin de construire les notes French. Je les ai pas encore. Avec sDiffStore, je peux prendre 2 ensembles et je prends le résultat qui est la différence et je crée un 3e ensemble qui est mon speaker not French. Ça, c'est des choses, c'est un exemple qui n'est pas tiré du CFP, mais c'est un exemple pour vous montrer justement l'utilisation des sets. Les sorted sets, c'est vraiment pratique. Tout à l'heure, quand je vous disais que justement, on parlait de noter sur le CFP. Donc là, j'ai simplifié un des exemples. Donc dans la proposition de Nicolas, donc il y a David qui a voté 2, Antonio 6, 3. Et avec des questions assez simples, on peut très bien savoir en fait qui a donné la note la plus mauvaise, qui a donné la note, qui a voté et a donné la note la meilleure. En fait, qui est plutôt le plus sévère ou le plus sympa. En fait, tout ça, c'est des questions qu'on pose et que Redis, on utilise l'API de Redis pour le faire. Et c'est plutôt assez simple, quoi. Le hash, après je voudrais réellement vous montrer du Scala, donc j'accélère un petit peu. Au niveau du hash, l'utilisation que j'en fais, je vous disais tout à l'heure, je modélise mes objets avec donc speaker Nicolas. On voit first name, last name, on peut représenter différents objets. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de schéma, donc si je décide de rajouter Twitter 2, je peux le faire, ça ne va pas impacter les existants. Ça impactera mon application, mais pas mon modèle, donc ça c'est plutôt quand même pratique. Et voilà. L'API, la documentation est assez simple, mais je pense que je vous ai fait passer le message. Redis, ça veut dire quand vous êtes développeur Java, si vous codez, vous utilisez des collections, et en fait ces collections, elles sont sur un serveur distant. Ok. Et on va finir par un petit bout de Scala, si j'arrive à repasser en mode machin. Hop là. Hop. Et vite.
J'aimerais vraiment prendre le temps pour les questions. Enter Presentation Mode. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez vu avant que le talk présente. Quand quelqu'un regarde une fiche présentateur ou une fiche talk sur le CFP de Devoxx France, on enregistre ça et on s'en sert. Et comment on fait ça? Donc on stocke l'accès finalement à une URL. Donc ça, c'est du Scala. Je définis une case class qui est un POJO, un objet qui représente ce que je veux stocker. Là, je vous ai masqué du code, mais j'utilise l'API de Play pour transformer cet objet en JSON et inversement. Donc là, c'est du code technique et pas très intéressant. Et là, vous voyez, en fait, je le fais dans une pseudo-transaction. C'est pas une transaction au sens JDBC du terme. C'est une transaction, en fait, je veux que toutes les commandes s'exécutent en une seule opération sur le serveur. Donc, soit elles réussissent toutes, soit elles échouent. Mais c'est surtout, je le fais pour éviter des allers-retours serveur. Donc, en fait, je prépare toutes mes commandes. Et quand je fais exec, j'envoie une seule fois mon ordre à Redis. Donc, c'est pour éviter les allers-retours réseau. Et aussi, ce sont quand même des réelles transactions. Donc dans le monde Scala, moi j'aime bien. Je trouve que on va très 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 loin. Comment, en tant que développeur Scala, je récupère une connexion de ma pool? Moi je fais juste ça. Je décore ma méthode en disant ce qui se passe là-dedans, je voudrais que tu me donnes une connexion à Redis, tu te débrouilles pour aller en chercher une sur la pile. Et ensuite, une fois que j'ai ma collection, je peux faire mes commandes. Et là, typiquement, je charge le nombre de hits pour une certaine URL entre deux dates. Donc les 7 derniers jours, pour ce talk-là, combien d'accès, combien de fois il a été vu. Et vous voyez, ça se fait en quelques lignes de code, quoi. Il n'y a pas d'ORM, il n'y a pas de parsing, ça reste assez simple. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je suis là encore quelques jours. Et sinon sur Twitter, et puis je vais prendre quelques petites questions très rapides. Il me reste combien de temps? Une question ou deux, ou sinon après. Je répéterai la question, oui. Les mauvaises pratiques de Redis. Mauvaise pratique, l'exemple que j'ai en tête, que j'ai cité tout à l'heure, c'est utiliser Redis pour essentiellement stocker, surtout pour des données qui finalement ne sont pas très utilisées. Donc les logs applicatifs, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on stocke, et on ne sait pas forcément. Donc si le poids de l'écriture dans ton projet est plus important que la lecture, Redis n'est pas adapté. C'est une mauvaise solution. Ça veut dire que tu mets en mémoire des données qui finalement ne seront peut-être jamais lues. Donc c'est du gâchis. Comme c'est de la mémoire vive, ça coûte un petit peu cher. Et c'est pour ça qu'on se dit, la donnée, autant qu'elle ait une certaine valeur. Oui. Les topologies de déploiement de clustering. Alors Redis, c'est son point faible. Il fait du maître esclave. Il y a Redis Sentinel qui est un projet qui n'est pas encore stabilisé, qui permet de faire un pseudo sharding. Moi, ce que j'ai vu en fait, c'est que plutôt que d'essayer de trouver une solution logicielle, c'est mieux d'avoir plusieurs serveurs Redis et je vous ai parlé de prix et de données pour ZapTravel. Donc c'est deux serveurs très différents. En fait, au lieu d'essayer de tout faire dans un seul serveur, ça coûte beaucoup moins cher et on perd pas de temps. Et dans une application, on peut avoir plusieurs connexions concurrentes. Et quand c'est pas des données partagées, deux domaines différents, ça fonctionne bien. Donc c'est un point faible de Redis par rapport à d'autres solutions. Il y a Redis Sentinel qui est un des projets, mais qui n'est pas encore tout à fait sec par rapport à d'autres solutions qui sont plus matures. Oui ? Est-ce qu'il y a une notion de transaction? Il y a une notion de transaction métier. Alors Redis, c'est très simple, il est codé en C, il est monothreadé. Quand tu le fais tourner sur une machine comme celle-ci, il y a 8 cœurs. Tu vois en fait ton Redis, il prend un de tes 8 cœurs, mais les 7 autres dorment. Donc à un instant T, il y a en fait une seule thread qui techniquement fait quelque chose. Donc implicitement, il fait pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas plusieurs threads qui écrivent, donc il est automatiquement monothreadé. Ce qui peut paraître surprenant, et en fait c'est très très performant. Ça permet de faire des choses qu'on peut pas faire si on a beaucoup de threads au sens système du terme. Et il y a des articles vraiment intéressants sur le blog du développeur de Redis qui expliquent ça beaucoup mieux que moi. Peut-être une dernière question, oui. C'est parfait en fait. C'est l'un des cas les plus courants pour stocker des sessions HTTP. C'est ce qui se passe sur le CFP en fait quand nous on s'authentifie, donc pas vous, mais quand nous on s'authentifie, on stocke pas une session réellement, mais on stocke un espèce de token. Et Redis c'est parfait, c'est en mémoire. Donc quand vous avez sur le même serveur, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand vous l'avez sur le même serveur, c'est parfait. Et c'est bien plus performant qu'une base relationnelle pour le coup. Et on peut faire des sessions qui expirent, vous l'avez vu tout à l'heure, si ma session c'est 2 minutes, je stocke et je dis cette clé-là, dans 2 minutes elle disparaîtra, tu peux la retirer. On arrête. Merci beaucoup.